Madame la Présidente. Mesdames, merci pour vos éclairages sur votre rapport. Moi, j'ai trois remarques et trois questions. Vous avez parlé effectivement d'accompagnement des professionnels médico-sociaux. Mais sauf erreur de ma part, il semblerait qu'il y ait 30 000 postes à l'heure actuelle qui soient vacants. Qu'envisagez-vous, en tout cas, que proposez-vous en la matière? Parce que c'est bien joli d'accompagner les professionnels, mais encore faut-il en avoir un nombre suffisant et en qualité au niveau des compétences en particulier. Vous avez évoqué aussi le fait que 75% des juges ne s'engageaient pas, en tout cas ne prescrivaient pas un certain nombre de mesures au regard des capacités d'accueil et des dispositifs offerts, mis en place, mais il semblerait, là aussi, sauf erreur de ma part, que nous n'ayons pas assez de juges d'enfants. Est-ce que le fait d'avoir un nombre de juges insuffisant peut avoir en tout cas un impact sur le fait que 75% d'entre eux n'envisagent pas, en tout cas ne prescrivent pas de mesures? Et enfin, une quarantaine de détenus ont fait l'objet d'une assistance éducative, d'une mesure d'assistance éducative dans leur enfance, selon une étude de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et en santé mentale dans les Hauts-de-France. Est-ce que vous avez pu évoquer, en tout cas travailler sur cette question, et en l'occurrence, que proposez-vous? Je vous remercie. Merci. Alors, mesdames, c'est à vous. Je vais commencer. De manière efficace. Absolument. Et en regroupant... Pardon ? Oui, en regroupant quelquefois les questions. Alors d'abord sur les sujets de formation, région, accompagnement. On a parlé d'accompagnement, c'est vrai. Alors, les régions. Nous sommes partis, peut-être à tort, mais du principe qu'il n'y avait pas de problème d'offre de formation, qu'il y avait un problème de recrutement sur ces formations. Et s'il y a un problème de recrutement sur ces formations, c'est qu'il y a un problème d'attractivité des métiers. Ça a été le chemin que nous avons emprunté, mais peut-être on aurait pu en effet faire mieux. Et donc, de ce fait, nous n'avons pas considéré que la région, en tant qu'institution chargée de la formation, devait être interpellée sur l'offre de formation. Mais encore une fois, peut-être à tort. En tout cas, le chemin que nous avons pris, c'est celui-là. Et alors, pour répondre... cet accompagnement, l'attractivité du métier est à la base de tout. On en a parlé, l'attractivité du métier, c'est beaucoup la considération qu'on a collectivement pour un métier, la considération que perçoit la personne qui exerce ce métier. Si les conditions de travail sont celles qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire on ne sait pas de combien d'enfants on va pouvoir être chargé, on ne sait pas de combien de mesures on va devoir répondre, etc. Si on n'a aucune perspective professionnelle, si en termes d'usure professionnelle sur ces métiers à très très forte charge mentale, je parlais tout à l'heure de manière générique des métiers de la souffrance humaine, physique, psychique, sociale, on est laissé à renvoyer à soi-même, bah oui, il ne faut pas s'étonner derrière qu'il ne se passe rien, qu'on ne recrute pas et qu'on ne fidélise pas une fois qu'on a recruté, puisque le taux de départ de ces professionnels est important. Donc voilà, ça c'est une première réponse. Sur la question de la loi de programmation pluriannuelle, bien sûr, ça peut être un excellent outil. Nous, on dit une stratégie interministérielle, mais si une loi de programmation est le vecteur d'un projet national, c'est-à-dire explique et programme le projet que collectivement nous définissons comme le projet de la nation pour ces jeunes. Aujourd'hui, ce projet brille surtout par son absence, puisqu'on voit bien que c'est abandon à tous les étages, sauf, bien sûr, je parle des étages institutionnels, évidemment les départements qui sont en charge, avec néanmoins ces fortes disparitions territoriales. Sur la délégation aux droits de l'enfant, je laisserai Josiane répondre, parce que je suis 100% d'accord avec ce qu'elle va dire, quoi qu'il en soit, mais surtout parce que ce qu'elle va dire est bien. Et donc, le dysfonctionnement systémique dans le global et s'attaquer à chacun de ces dysfonctionnements systémiques, je trouve que c'est une bonne feuille de route, en fait, pour nous tous. C'est le énième rapport, c'est vrai. Il manque les associations, on les a entendues. En fait, pour faire court aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'association,
il n'y aurait vraiment plus rien. Voilà. Donc on partage tout à fait, on les a bien sûr entendus, peut-être, et si c'est le cas, nous le regretterons, je crois. Le rapport est très inspiré par ce qui a pu nous être dit, et on a parfaitement compris que sans association aujourd'hui, il n'y aurait juste plus rien. Alors, prévention et formation, je reviens dessus, et outre-mer ensuite. Prévention, formation, la prévention c'est la grande absente, mais la prévention c'est la grande absente. Elle est prise en charge par les associations, les juges font ce qu'ils peuvent, mais comme dans d'autres politiques, par exemple en matière sanitaire, enfin la prévention, on dirait que c'est en dehors du champ de conceptualisation de ceux qui nous dirigent, parce que la prévention, c'est évidemment quelque chose qui reste complètement à travailler. Et un de nos regrets, ou plutôt peut-être qu'un de nos projets, ça serait de faire un deuxième rapport sur comment mettre en place une politique de prévention efficace en matière de protection de l'enfance. Ce n'était pas dans le périmètre que nous avait assigné le président du Sénat. Sur l'outre-mer, et bien sûr l'outre-mer, situation catastrophique. On vous renvoie au rapport qu'a fait l'UNICEF sur ce sujet, mais faut-il du spécifique pour l'outre-mer? En l'occurrence, il nous semble que si le projet était décliné comme nous proposons qu'il le soit, il n'y a pas besoin de faire de spécifique sur l'outre-mer, parce qu'alors, si on recense les besoins des départements, si on recense les mesures qui sont mises en place, si on recense le nombre d'enfants concernés, si on fait l'inventaire et la projection des moyens dont on a besoin pour prendre en charge dans de bonnes conditions, ce qui s'applique aux départements hexagonaux s'appliquera en Outre-mer. Et alors la question de la spécificité des Outre-mer qui est réelle aujourd'hui, je vous renvoie au rapport de l'UNICEF, sera réglée. Sur le handicap, on n'a pas parlé d'une préconisation, mais quand vous dites à juste titre qu'il faut s'intéresser au dysfonctionnement systémique, il y a aussi, on l'a bien vu, à l'intérieur des départements, des fonctionnements en silo, MDPH, ASE, ça ne fonctionne pas trop ensemble. Donc nous, on propose par exemple qu'il y ait systématiquement des conventions entre les services, parce que s'obliger ensemble à regarder la même chose à un instant donné, ça fait nécessairement, chez des gens de bonne volonté, faire naître un projet commun. Voilà, j'ai fait vite, mais merci. Alors, je réponds à quelques questions. Le code de l'enfance. Alors, pourquoi un code de l'enfance? Eh bien, parce que précisément, ça viendrait apporter une confirmation à un engagement d'une politique publique et d'un projet de société autour de l'enfant. Ça serait effectivement considérer l'enfant comme ayant des droits et des devoirs spécifiques, avec un statut spécifique, mais aussi une considération spécifique. Ça n'est pas qu'une compilation, c'est aussi une harmonisation. Parce que pour ceux qui ont pu participer à d'autres codes, je pense à celui de la consommation, quand ce code a vu le jour, eh bien, c'était une compilation au départ, et en fait, ça a permis de faire évoluer complètement le droit de la consommation. Et si on faisait la même chose pour le code de l'enfance, ça serait un signal fort. Donc, c'est dans ce sens-là que nous proposons un code de l'enfance. Alors oui, ça serait dans l'idée un peu d'une révolution, comme vous le disiez, Monsieur Iacovelli, c'est sûr. Il va falloir un peu révolutionner les esprits. Mais personnellement, moi qui suis depuis 50 ans dans la protection de l'enfance, je peux dire que les choses se font lentement. Moi, j'ai connu avant la décentralisation, c'était pas mieux. C'était tous aussi inégal. Donc, moi, je crois que les choses se font lentement et en tout état de cause. Ce qui me paraît aujourd'hui important, pour répondre aussi à ce que vous disiez sur les conseils départementaux, aujourd'hui, un conseiller départemental, lorsqu'il est en campagne, parle de la protection de l'enfance. Il ne le faisait jamais jusqu'à il y a à peu près 15 ans. Donc, c'est déjà un plus. Alors, évidemment, il n'est pas élu là-dessus. Je suis complètement d'accord avec Laurence. Mais en tout état de cause, il en parle. Il sait ce que c'est, ce qui est déjà un progrès énorme. Sur les associations, évidemment, madame, nous les avons entendues. J'ai d'ailleurs dit lors de ma présentation que je suis au CESE parce que je représente les associations de protection de l'enfance. Je représente la fédération, la CNAP, et qu'une des premières à être entendue, ça a été justement la CNAP. Nous avons aussi entendu l'UNICEF qui fait énormément sur la question des droits de l'enfant en France.
Et donc, oui, les associations sont indispensables. Et puis, à titre personnel, j'ai créé une association à Strasbourg dont je suis très fière. Et beaucoup de gens disent que c'est mon dernier petit qui a maintenant 35 ans, quoi. Voilà. Donc, non, je suis totalement convaincue. Et le CESE l'est, puisqu'il y a beaucoup de personnes issues des associations au CESE et qui ont porté leur voix dans le cadre de cet avis. Sur la question du nombre de juges des enfants, oui, ils sont insuffisants, on en est bien d'accord, mais ça n'est pas pour ça qu'ils ne prononcent pas les mesures, parce que là, c'est quand ils sont saisis, quand ils ont un dossier, quand ils sont tout à fait convaincus qu'il faudrait, mais ils ne le font pas parce qu'elle ne va pas s'exécuter, ce qui est une aberration. Je n'aurais jamais fait cela. Mais en tout état de cause, c'est aujourd'hui ce qu'ils disent et c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Sur le parcours des jeunes délinquants, alors vous avez vu, on n'en parle pas parce que ce n'est pas dans les lois de la protection de l'enfance, c'est des lois spécifiques sur le traitement de la délinquance. Évidemment, les jeunes délinquants, les moins jeunes aussi, parlent de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Et il est sûr que si on mettait en œuvre plus de protection de l'enfance, plus de prévention, on éviterait aussi cette délinquance et ce coût à la société. Mais tout ça, ça fait partie de ce projet de société que l'on n'a pas, où on a une considération de l'ensemble de ce qu'il faut faire sur la protection de l'enfance pour que, finalement, ce soit une société qui y gagne au niveau du coût, mais aussi, évidemment, au niveau de son fonctionnement. Voilà, je voulais encore juste répondre aussi à Laurence Rossignol sur la délégation aux droits de l'enfant. Bien sûr, évidemment que nous y sommes plus que favorables toutes les deux à titre personnel, et je pense que je peux même dire que le CESE sans doute dirait qu'il y est favorable, et nous œuvrons pour que le CESE crée une délégation aux droits de l'enfant, puisqu'il y a une délégation à l'égalité, aux droits de la femme, etc. Et nous demandons aussi à ce qu'il y ait une délégation aux droits de l'enfant, ce qui est une petite révolution au sein du CESE, puisque lorsque je suis arrivée il y a 5 ans, je trouvais qu'on ne parlait pas de l'enfant. Donc, si aujourd'hui on est en capacité, et on est beaucoup de voix à le porter, si on est en capacité aujourd'hui de penser que c'est possible pour la prochaine mandature, eh bien c'est un progrès. Donc oui, ça serait un signe fort que le Sénat le fasse. Et puis enfin, sur la question de la recherche, vous avez raison, la recherche est un parent pauvre, donc ce sont souvent les associations qui essayent d'y remédier. Beaucoup d'écoles de travail social. Là, il se trouve que la CNAP a financé un certain nombre de recherches aussi, notamment sur l'outre-mer, sur la scolarisation outre-mer. On a fait une recherche importante parce que lorsque j'étais à Mayotte, le recteur nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème de scolarisation. Or, nous avions vu que c'était les associations qui assuraient la scolarisation parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les écoles. Donc, on nous a demandé de le prouver et on a fait une recherche. Et effectivement, avec l'université de Lyon, on a réussi à établir qu'il y avait énormément d'enfants qui n'étaient pas scolarisés parce qu'il n'y avait pas de place dans les écoles. Et puis, juste pour vous dire que ça faisait aussi partie de la mission du GIP, France Enfance Protégée, et qu'on espère bien que cette mission-là, le GIP s'en emparera, de mettre en place des recherches.